Clint Eastwood fait enfin ses aveux, et juste au cas où vous vous demanderiez qui il est, vous devez l'avoir connu dans le film à succès Le Bon, la Brute et le Truand. Clint Eastwood était une joie à regarder, mais comme beaucoup de stars de la télévision, sa vie est une histoire complète du bon, de la brute et du truand. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans les réalités entourant la vie de la grande star de la télévision et ses aveux qui ont surpris de nombreuses personnes. L'entrée dans le monde de Clint Eastwood a été très forte. Il est né le 31 mai 1930 au St. Francis Memorial Hospital de San Francisco. Il a surpris le personnel de l'hôpital avec son poids de 11 livres 6 onces, ce qui l'a amené à l'appeler Samson. Ses parents étaient Ruth, née Margaret Runner, et Clinton Eastwood sœur. Ruth a finalement changé son nom de famille, celui de son premier mari pour accueillir son deuxième, John Beldon Wood, tandis que Clint a été élevé sous le nom de son vrai père, Eastwood. Il n'était pas le seul enfant de la famille, il avait une sœur cadette, Jean Bernard. La lignée familiale d'Eastwood est fascinante. L'histoire de la famille est retracée à travers de nombreux fils, avec du sang anglais, irlandais, écossais et néerlandais coulant dans ses veines. Les racines de Clint Eastwood sont profondément ancrées dans le sol américain, il est la 12e génération née en Amérique du Nord, descendant de William Bradford, passager de l'historique Mayflower. Cependant, la vie de famille d'Eastwood lorsqu'il était enfant n'était pas aussi nomade qu'on le prétendait dans les entretiens. Alors que le travail de son père nécessitait 3 déménagements dans les années 1930, ils s'installèrent dans le Piémont, en Californie, en 1940. Contrairement à plusieurs récits enregistrés selon lesquels les Eastwood pouvaient vivre confortablement dans cette ville élégante, leur maison possédait une piscine, dont Clint a probablement profité lorsqu'il était enfant. L'adhésion au California Sun au Country Club suggère un style de vie socialement intense, comme en témoigne le fait que Ruth et Clinton sœurs possédaient des voitures, ce qui était inhabituel à l'époque. La stabilité financière semble avoir été la norme, puisque le père de Clint a travaillé comme directeur de production pour Georgia Pacific pendant la majeure partie de sa carrière. Alors que Clint et sa sœur cadette Jean approchaient de l'adolescence, Ruth complétait le budget familial en travaillant comme commis chez IBM. L'éducation formelle de Clint Eastwood n'a pas été sans problème, des difficultés académiques sont apparues très tôt au Piedmont High School lorsque ses notes étaient si mauvaises qu'il a été retenu pendant 1 an. Les dossiers annuels montrent même qu'il a suivi des cours d'été supplémentaires pour rester sur la bonne voie. Eastwood a finalement fréquenté le Piedmont High School en janvier 1945, mais son séjour là-bas a été court. Bien que les détails ne soient pas clairs, il est clair que son passage au Piedmont High School n'a pas été marqué par la réussite scolaire. De multiples violations conduisirent à sa suspension en janvier 1946. La nature spécifique de ces violations est inconnue. Cependant, des informations font état d'un message offensant écrit par Clint Eastwood sur le tableau d'affichage du terrain de sport, peut-être en signe de défi envers les responsables de l'école. Un autre incident a impliqué l'incendie d'une effigie dans l'enceinte de l'école, ce qui a encore accru le niveau de rébellion dont il a fait preuve. Combiné à d'autres problèmes, ces actions ont conduit le lycée Piedmont à prendre une décision qui semble avoir été extrêmement préjudiciable à l'acteur acclamé. Le parcours académique d'Eastwood s'est poursuivi à l'Oakland Technical High School, ce qui pourrait indiquer un changement dans ses priorités éducatives. L'Oakland Technical Institute, une institution connue pour ses divers programmes de formation professionnelle, a fourni un environnement d'apprentissage potentiellement plus stimulant à un jeune ayant des intérêts en dehors du cadre classique d'une salle de classe. Il prévoyait d'obtenir son diplôme en milieu d'année. En janvier 1949, mais les réalités entourant sa sortie réelle sont encore très inconnues. Beaucoup pensaient que la star de cinéma avait fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir son diplôme, même si les détails de ce qui s'est passé restent flous. Les témoignages de ses camarades de classe donnent un aperçu des expériences de Clint Eastwood au lycée. Donc on cadre rappelle avec humour que les classes ouvrières ou même le programme d'aviation étaient le point fort d'Eastwood. Un autre camarade de classe, dont Loomy, affirme que Clint Eastwood ne se concentrait pas uniquement sur les universitaires. Il poursuivait quelque chose de différent de ce que voulaient les autres personnes de son âge. Loomy a conclu qu'Eastwood avait une vie sociale plus active en dehors de l'école. Cet aspect de l'histoire est également confirmé par Fritz MS, son plus jeune collègue, qui estime qu'Eastwood a peut-être simplement décidé de donner la priorité à un type d'éducation différent, riche en expérience en dehors de la salle de classe. Ces flashbacks donnent un aperçu d'un adolescent Eastwood qui était probablement plus intéressé à tracer son propre chemin qu'à suivre une routine scolaire ennuyeuse qui, selon lui, ne lui était pas très utile. Mais comment a-t-il rencontré son amour secret,
qu'il n'a eu le courage d'exprimer qu'à 93 ans. Restez à l'écoute. Le chemin du succès d'Eastwood ne lui a pas été offert sur un plateau d'argent. Bien qu'il soit issu d'une famille riche, Clint Eastwood a dû tracer sa propre voie et, comme beaucoup vous le diront, cela n'a jamais été un processus facile. Avant de faire sa marque sur grand écran, il a effectué de petits boulots pour se constituer un CV complet, allant de sauveteur à livreur de journaux, commis d'épicerie, lutte contre les incendies de forêt et même caddie de golf. Les premières années d'Eastwood ont été marquées par le désir d'essayer de nouvelles choses. Durant cette période, il essaya également de poursuivre ses études. Eastwood aurait décidé de fréquenter l'université de Seattle en 1951. Cependant, le destin, ou peut-être l'approche de la guerre de Corée, est intervenu. Eastwood a été enrôlé dans l'armée américaine, désireux de servir son pays. Cependant, l'expérience d'Eastwood pendant la guerre de Corée a suscité une certaine controverse. Même s'il a peut-être fait allusion à un rôle plus bourré d'action, son ancienne compagne de longue date, Sandra Locke, avait d'autres idées. Selon Locke, Eastwood a effectué toute sa carrière militaire en tant que sauveteur stationné à Fort Ord, en Californie du Nord. S'il est exact, ce détail donne une image moins dramatique de sa carrière de soldat. Quelles que soient les circonstances, les expériences militaires d'Eastwood l'ont certainement façonné d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse de la discipline imposée par la vie militaire ou de la camaraderie développée avec ses camarades militaires, ces événements ont sans aucun doute eu un impact énorme sur le jeune homme qui deviendra plus tard une star hollywoodienne. Le séjour d'Eastwood à Fort Ord, une base militaire en Californie, est entouré de mystères. Bien que les informations sur ses fonctions spécifiques soient inconnues, certaines histoires, comme celle de son ami Don Loomy, suggèrent qu'il a pu avoir un privilège. Loomy discute des informations faisant état d'une liaison avec la fille d'un officier de Fort Ord qui aurait pu influencer ses affectations. De cette période se détache un épisode particulièrement dramatique. Pendant ses vacances, Eastwood se serait rendu à Seattle, peut-être pour une réunion convenue à l'avance. Lors du voyage de retour de Douglas, le bombardier publicitaire dans lequel il volait a rencontré un grave problème, il est tombé en panne de carburant et s'est écrasé dans l'eau près de Point Reyes. Eastwood et le pilote ont fait preuve d'une formidable résilience en utilisant un radeau de sauvetage et leur capacité de nage pour traverser les 2 km en toute sécurité, démontrant ainsi leur courage et leur ingéniosité face aux dangers. Le service militaire d'Eastwood prit officiellement fin en février 1953. Bien que certains aspects de son séjour à Fort Ord soient encore controversés, il ne fait aucun doute que cette expérience a inculqué au jeune Eastwood des qualités vitales, discipline, ingéniosité et peut-être un peu de chance. Tout cela l'aiderait sur la voie du succès à Hollywood. Les événements réels de la première pause hollywoodienne de Clint Eastwood font encore débat. Une version, publiée dans un communiqué de presse de CBS pour l'émission télévisée Raoid, décrit une heureuse rencontre à la base militaire de Fort Ord. Selon une histoire, une équipe de production d'Universal International Studios aurait remarqué Eastwood et l'aurait invité à rencontrer le réalisateur. Bien que satisfait de son comportement, Patrick McGilligan, le biographe non autorisé d'Eastwood, a remis en question la véracité du récit, déclarant qu'il y avait une certaine confusion quant à la raison du lien. La biographie officielle d'Eastwood offre une perspective différente, attribuant le succès à Chuck Hill. La vieille Ford qui a contribué au lancement de sa carrière à Hollywood appartenait à Chuck Hill, qui avait apparemment des relations dans l'industrie cinématographique. Il est sorti avec Clint Eastwood après leur service militaire et a réussi à lui trouver un emploi au studio Universal à Los Angeles. Chuck Hill a amené Eastwood au directeur de la photographie Irving Glasper pour une réunion importante qui a ouvert la voie à ses tests d'écran et à ses contrats ultérieurs. Cette rencontre, organisée par le directeur de la photographie Irving Glasper, s'est avérée être un tournant pour Eastwood. Glasper a organisé une audition pour Eastwood avec Arthur Lubin, producteur à Universal Studios. Lubin, impressionné par l'apparence physique imposante d'Eastwood, il mesurait 6 minutes 4 secondes, était moins enthousiasmé par son talent d'acteur, l'inexpérience d'Eastwood était évidente. Lubin a noté plus tard qu'Eastwood était très inexpérimenté, il ne savait pas vers qui se tourner, où aller ou quoi faire. Malgré ses doutes, Lubin sentit le potentiel du jeune homme et encouragea Eastwood à perfectionner son art à travers des ateliers de théâtre avant de lui proposer de manière inattendue le premier contrat de la compagnie en avril 1954. La rémunération de départ était d'un modeste $100 par semaine. La première partie de la carrière cinématographique d'Eastwood ne s'est pas déroulée sans difficulté. Ses premières performances montraient des signes de raideur et de manque de professionnalisme,
Certains attribuaient cela au fait qu'il était nerveux et à son habitude de prononcer des répliques les dents serrées, ce qui est devenu la marque de fabrique d'Eastwood. Ce maniérisme a été critiqué. Cependant, le pari de Lubin sur les compétences naturelles d'Eastwood a finalement porté ses fruits. Grâce à ses efforts et à son expérience, Eastwood a surmonté ses premières difficultés et est devenu un acteur de cinéma captivant, consolidant ainsi son statut de légende hollywoodienne. En mai 1954, sa première audition officielle pour le film Sea Bridge to Cross se solde par une déception lorsque le réalisateur Joseph Pevney le rejette. C'est devenu un motif courant lors des premières auditions d'Eastwood. Cependant, sa patience a porté ses fruits lorsque le réalisateur Jack Arnold lui a donné la chance de jouer un rôle de soutien dans La Revanche de la créature en 1955, une suite du classique La créature du lagon noir. C'étaient les débuts officiels d'Eastwood à l'écran, bien que mineurs. Le reste de l'année 1954 fut consacré à travailler dur en tant qu'acteur en herbe. Il décroche un séjour de 3 semaines dans Lady Godiva of Coventry d'Arthur Lubin en septembre, suivi d'une apparition créditée dans le rôle de Jonesy, un marin, dans Francis in the Navy en février 1955. Une autre apparition non créditée était dans le film Tarantula de Jack Arnold, où il s'habillait en pilote d'escadron. Ses premiers rôles, bien que minuscules, ont fourni une première expérience cruciale et ont maintenu Eastwood à l'écart du secteur cinématographique. Il a progressivement construit son portefeuille, un petit travail à la fois, perfectionnant ses compétences et attendant sa grande chance. Les débuts d'Eastwood à Hollywood ont été remplis de rôles mineurs et d'une agitation constante. En mai 1955, il apporte une modeste contribution à 4 heures de travail dans le film Never Say Goodbye. Il a également obtenu son premier western, bien que non crédité, avec une petite apparition en tant que parajuriste de ranch, également connu sous le nom de A Star in the Dust, sorti en août. Cette entrée précoce dans le genre qui définira plus tard sa carrière était la percée dont il avait besoin. Par ailleurs, alors qu'il se concentrait sur le cinéma, la télévision lui offrait une opportunité. Le 2 juillet 1955, Eastwood fit sa première apparition à la télévision sur Allen in Movieland de NBC, une émission de variété mettant également en vedette la star de la comédie Steve Allen et l'acteur Tony Curtis, ainsi qu'une performance musicale du classique du swing Benny Goodman. Cette petite apparition démontrait la confiance croissante d'Eastwood devant la caméra. Peu à peu, il a commencé à appliquer de nombreuses stratégies nécessaires pour améliorer la qualité de son travail et bien performer. Malgré son succès, Clint Eastwood a encore eu quelques problèmes, même s'il a fait de son mieux pour tirer le meilleur parti de son métier. Certaines choses désagréables se sont produites. La première était qu'Universal Studios avait décidé de mettre fin à son contrat le 23 octobre 1955. Le rejet aurait pu être dévastateur, mais il a servi de moment décisif pour Eastwood. Insensible à ce qui s'est passé, il a décidé d'utiliser l'expérience acquise au cours de ses premières années pour rechercher de nouvelles opportunités, ouvrant ainsi la voie à un chapitre plus déterminant de sa carrière hollywoodienne. Après qu'Universal l'ait laissé partir, Eastwood est retourné là où il avait commencé. Il a refusé d'abandonner ses rêves hollywoodiens et a donc signé avec l'agence March dans l'espoir d'obtenir une meilleure représentation. Cette décision s'est avérée payante dans une certaine mesure. Arthur Lubin, qui a été le premier à identifier le talent d'Eastwood, est resté un partisan. Le rôle le plus important d'Eastwood à ce jour était avec Lubin dans The First Salesman en 1956. Il a même obtenu un autre film avec Lubin, Escape to Japan de 1957. Cependant, l'absence de contrat à long terme avec un grand studio signifiait que l'instabilité financière devenait un problème constant. Eastwood, toujours débrouillard, a suivi les conseils de son conseiller financier Irving Leonard et a changé d'agence artistique à 2 reprises pour tenter d'améliorer ses chances. Il commence à travailler pour l'agence Kuma-Olnick en 1956 puis rejoint Mitchell Gertz en 1957. Même si une percée majeure restait incertaine, ces agences l'ont aidé à décrocher plusieurs petites apparitions à la télévision. Il a démontré sa polyvalence en incarnant un féroce sergent de l'armée dans le segment Reader's Digest d'ABC et un redoutable membre d'un gang de motards dans un épisode de Highway Patrol. 1957 a donné à Eastwood 2 autres occasions de démontrer sa polyvalence. Il portait l'uniforme d'un cadet de West Point dans la série télévisée Anonymous et incarnait un chercheur d'or suicidaire dans le drame Death Valley Days. Malgré leur petite taille, ses missions variées lui permettent de perfectionner ses talents d'acteur tout en conservant son image hollywoodienne. Eastwood était déterminé à continuer à construire son portfolio, une vidéo à la fois, en attendant la bonne occasion de le propulser sous les projecteurs et de s'imposer comme une star.
1958 s'avère être un tournant pour Eastwood, lui offrant un plus large éventail d'opportunités d'acteurs. Il portait à nouveau un uniforme de la marine, cette fois pour un épisode de la série télévisée Navy Log. Au début de 1959, il fit une apparition importante dans la série à succès Maverick, avec James Garner. Eastwood incarne Red Hardigan, un scélérat animé par le désir d'épouser une riche héritière afin d'hériter de son argent. Ce court rôle a permis à Eastwood de démontrer sa capacité à jouer un antagoniste aux multiples facettes, ce qui deviendra sa marque de fabrique dans ses travaux ultérieurs. Alors que la télévision constituait une source de travail constante, le principal intérêt d'Eastwood était le grand écran. Il est apparu brièvement en tant que pilote dans le film de guerre Lafayette Escadrille 1958. Il a également joué un rôle de premier plan dans l'embuscade occidentale à Cimarron Pass 1958, qu'il a décrit plus tard comme le point bas de sa carrière. Malgré cette défaite, Eastwood ne s'est pas arrêté. Il a continué à perfectionner son art en jouant de nombreux rôles démontrant son adaptabilité et sa détermination. Il ne savait pas que le tournant était sur le point de se produire. L'année 1958 marque un tournant dans la carrière de Clint Eastwood. Après des années de persévérance infatigable, il a finalement décroché un emploi qui l'a propulsé sous les projecteurs. CBS l'a choisi pour incarner Rowdy Yates dans son nouveau western d'une heure, Rawhide. Ce fut une grande avancée. Eastwood attendait l'occasion de montrer son talent à l'échelle nationale. Cependant, Eastwood n'était pas ravi du personnage. À presque 30 ans, il pensait que Rowdy Yates était trop jeune et maladroit pour lui. Malgré ses doutes initiaux, Eastwood a accueilli favorablement l'offre. Le tournage a commencé sous le soleil brûlant de l'Arizona à l'été 1958. L'aventure s'est avérée extrêmement lucrative en seulement 3 semaines, Rawhide s'est hissé dans le top 20 des audiences télévisées. Même si les nominations aux Emmy étaient rares, la série était extrêmement populaire, atteignant la 6e place des audiences d'octobre 1960 à avril 1961. Rawhide a dominé les ondes pendant plusieurs années, consolidant la réputation d'Eastwood en tant que star de la télévision et préparant le terrain pour son éventuelle transition vers le grand écran en tant qu'homme de premier plan. Les années où Eastwood a joué dans Rawhide, de 1959 à 1965, étaient un cas d'école d'endurance. L'horaire chargé nécessitait de longues heures, souvent 6 jours par semaine, avec une moyenne de 12 heures par jour sur le plateau. Malgré la passion d'Eastwood, plusieurs réalisateurs ont continué à lui reprocher ce qu'ils considéraient comme un manque d'effort. Ce rythme rigide, combiné à un sentiment d'inertie créatrice, commença à faire des ravages vers la fin de 1963. Rawhide perdait des téléspectateurs. Le scénario, initialement passionnant et nouveau, est devenu répétitif et les audiences ont commencé à décliner. Cela a conduit à l'annulation du spectacle au milieu de la saison 1965 à 1966. Même si Rawhide n'a peut-être pas donné à Eastwood une liberté de création totale, il lui a fourni une plateforme importante. Il développe ses talents d'acteur et devient très populaire. Il est intéressant de noter que les objectifs d'Eastwood allaient au-delà du simple fait d'agir. Durant cette période, il exprime le désir de travailler derrière la caméra et réalise plusieurs bandes-annonces pour la série. Cependant, ses tentatives pour convaincre les producteurs de lui confier un épisode à réaliser ont échoué. Les récompenses financières pour l'engagement d'Eastwood en faveur du Rawhide ont été importantes. Au cours de la première saison de la série, il n'a été payé que $750 par épisode. Au moment de l'annulation, sa valeur avait grimpé en flèche, avec une indemnité de départ massive de $19 000 par épisode, témoignage de sa force en tant qu'étoile montante à Hollywood. Même si les longues heures et les limitations créatives pouvaient parfois être frustrantes, Rawhide a servi de tremplin au succès futur d'Eastwood, le conduisant à une carrière cinématographique florissante et finalement à la présidence de réalisateur qu'il désirait tant. L'ascension et le succès de Clint Eastwood à la télévision ont accru son pouvoir de star, lui permettant de décrocher des rôles plus importants au cinéma. Le film Hang et MI de 1968, un western révisionniste américain, marque un tournant pour Clint Eastwood. Il a joué dans ce thriller brutal, qui mettait également en vedette les superbes acteurs Inge Stevens, Pat Hingle et Denny Hopper. Eastwood a dépeint un homme cherchant à se venger après avoir été faussement accusé, lynché et laissé pour mort. Eastwood a joué l'anti-héros brisé et le public a confirmé sa réputation d'homme de premier plan dur à cuire. La popularité de Hang et MI a apporté d'importants avantages financiers à Clint Eastwood, il a reçu un généreux salaire de $400 000, ainsi que 25% des recettes nettes du box-office du film. Cette aubaine financière,
associé aux revenus tirés de son rôle décisif dans la trilogie $, de Sergio Leone, a permis à Eastwood de mieux contrôler sa carrière. Avec l'aide de son conseiller de confiance Irving Leonard, Eastwood a fondé sa propre société de production appelée Malpazzo Productions. Clint Eastwood a laissé derrière lui un impact non seulement à la télévision mais aussi dans les coulisses, en réalisant des films qui ont fait l'éloge de son style et de son approche du cinéma. La carrière de réalisateur de Clint Eastwood s'étend sur près de 30 films depuis ses débuts avec le thriller Play Misty for Me. Son style comprend des westerns, des films d'action, des comédies musicales et des drames qui suscitent la réflexion, démontrant sa polyvalence et sa vision créative. La technique de mise en scène d'Eastwood se caractérise par son efficacité et l'accent mis sur la narration visuelle. Il est bien connu pour sa méthode filmer d'abord, poser des questions plus tard, qui consiste à concevoir soigneusement des plans qui capturent le caractère et l'émotion avec un minimum de dialogue. Comme l'a déclaré le magazine Life, les personnages d'Eastwood sont capturés presque sans parole. Il a perfectionné l'art de la sobriété, permettant au moindre mouvement de l'acteur de donner du volume. Clint Eastwood se prépare pour ce qui devrait être son dernier projet de réalisateur. Le film, intitulé Juror No. 2, est un drame judiciaire écrit par le scénariste Jonathan Abrams et produit par Eastwood. Warner Bros. Pictures sortira le film, qui met en vedette Nicolas Hoult et Toni Collette. Le tournage avec Zoe Deutch et Kiefer Sutherland a commencé en juin 2023, mais a été retardé en raison d'une grève à l'échelle de l'industrie de la Screen Actors Guild et de la Fédération américaine des artistes de télévision et de radio SAG-AFTRA. La production a pu reprendre en novembre 2023, et l'attente grandit pour le dernier chapitre d'Eastwood derrière la caméra. Au cours de ce projet, il lui a effectivement avoué son amour. Mais qui est-elle? Avant de révéler son identité, parlons de l'autre côté de la personnalité d'Eastwood. Eastwood a été élu maire non partisan de Carmel by the Sea, en Californie, en 1986, démontrant ainsi son engagement à façonner activement sa ville. Il a également siégé à la California State Parks and Recreation Commission, nommée par le gouverneur Gray Davis en 2001. Cette nomination témoigne de l'intérêt de Clint Eastwood pour les questions environnementales et les parcs nationaux. Les idées politiques d'Eastwood ne sont pas faciles à catégoriser. Il a soutenu le républicain Mitt Romney lors de l'élection présidentielle de 2012 et a prononcé un discours controversé à la Convention nationale républicaine cette année-là. Clint Eastwood a profité du 25e anniversaire de son film Unforgiven 1992, au Festival de Cannes le 21 mai 2017, pour s'exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur, le politiquement correct. Ses commentaires ont donné un aperçu de ses réflexions sur le changement de la situation sociale. Eastwood a spécifiquement fait référence à son film précédent, Dirty Harry, qui remettait en question les normes sociétales acceptées lors de sa sortie. Il a ajouté que le tableau était considéré comme politiquement incorrect, ce qu'il considérait comme le signe d'un changement sociétal plus large. Eastwood a montré une forte opposition au politiquement correct, arguant qu'il étouffe la créativité et l'humour. Il considérait cela comme négatif pour la société, privant les gens de la possibilité de rire d'eux-mêmes et des autres. Malgré ces critiques, Eastwood a reconnu le courage et le rôle de Dirty Harry dans le discours stimulant. Clint Eastwood en a surpris plus d'un lorsqu'il est entré avec succès en politique publique en 1986, devenant un candidat improbable à la mairie de Carmel by the Sea, en Californie. Cette riche ville côtière de seulement 4000 habitants environ était connue pour sa culture artistique et son magnifique environnement. Le bref passage d'Eastwood au sein du gouvernement local, qui n'a duré que 2 ans, a été étonnamment varié. Il est devenu un défenseur des petites entreprises de la ville, reconnaissant leur importance pour l'économie locale. Cependant, il a également fait preuve d'une grande conscience environnementale, plaidant pour la préservation de la beauté naturelle du Carmel. Ses réalisations tout au long de son règne témoignent de sa capacité à équilibrer ses priorités. Malgré tout cela, sa vie personnelle est restée privée du public. La vie personnelle de Clint Eastwood, ainsi que ses relations, suscite l'intérêt du public depuis de nombreuses décennies. Il a eu plusieurs liaisons tout au long de sa vie et a eu un total de 8 enfants de 6 mères différentes. Cependant, Eastwood a choisi de garder certains éléments de sa vie personnelle privée et il existe des histoires contradictoires sur le nombre exact de ses enfants. Le biographe Patrick McGilligan a souligné le mystère entourant la vie de famille d'Eastwood, spéculant même sur un éventuel enfant de ses années d'école. Il épousa Margaret Neville Johnson en décembre 1953 après l'avoir rencontrée lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Malgré leur mariage, Eastwood a connu de nombreux tournants inattendus.
L'un de ces changements a été la naissance de sa fille Laurie, survenue en 1954 alors qu'Eastwood était marié à Johnson. À cette époque, Laurie a finalement été adoptée par une autre famille. Cet événement, malgré plusieurs tentatives pour le cacher au public, montre encore des indices d'anomalie dans la vie personnelle et les relations de Clint Eastwood à cette époque. Une autre relation notable a eu lieu en 1959, lorsque Clint Eastwood a entamé une liaison à long terme avec une cascadeuse connue sous le nom de Roxanne Tunis. Cette relation semble n'être de nulle part et se poursuivra jusqu'en 1973. C'est au cours de cette relation que leur fille Kimber est née en 1964. Malgré la fin de leur relation physique, Eastwood a maintenu un lien fort avec la Tunisie jusqu'à sa mort en 2023. Cet élément démontre la capacité d'Eastwood à entretenir des relations positives même lorsque les chapitres d'amour se terminent. Margaret Neville Johnson était une femme d'une grande patience. On pourrait la décrire comme une personne très tolérante, probablement en raison de son éducation. Cependant, il y a toujours un point de rupture, surtout pour une femme qui doit faire face aux problèmes d'infidélité de son mari. Au cours de leur mariage, le couple a accueilli 2 enfants, Kyle, né en 1968, et Allison, né en 1972. Cependant, bien d'autres choses ont changé l'issue du mariage. En 1975, Eastwood poursuit sa soirée d'infidélité en nouant une relation avec l'actrice et réalisatrice Sandra Locke. Locke, qui était également mariée à Gordon Lee Anderson, a affirmé qu'Eastwood lui avait montré un dévouement renouvelé, lui chantant même « Tu m'as rendu monogame ». Malgré ces allégations, Locke et Anderson ont été mariés tout au long de leur relation, qui a duré jusqu'à sa mort. En 2018, Eastwood a finalement divorcé de Johnson en 1984 après 9 ans de séparation. L'approche insouciante de Clint Eastwood ne s'est pas arrêtée malgré son divorce. La superstar a ensuite eu 2 enfants sans père, Scott, né en 1986, et Catherine, née 2 ans plus tard. Des années plus tard, les enfants appartenaient à une hôtesse de l'air connue sous le nom de Jaelyn Reeves. Après la séparation de Locke et Eastwood en 1989, elle a intenté une action en justice contre Palamon, puis a intenté une action en justice pour fraude, qui a abouti à un règlement. Depuis 2014, Eastwood a été aperçu en train de sortir avec la propriétaire du restaurant Christina Sandra, mais aucun des deux n'a officialisé leur relation. Les attachés de presse, les managers et les attachés de presse d'Eastwood ont longtemps nié avoir eu connaissance de sa vie personnelle. La série de relations de Clint Eastwood a fait une déclaration choquante sur la femme qui était considérée comme l'amour de sa vie. Ce n'était autre que Roxanne Tunis. Cela a été un choc pour beaucoup de ses fans, car la plupart d'entre eux pensaient que cela aurait dû être Sandra Locke. Cependant, Clint avait un point de vue complètement différent sur la question, et lui seul était dans la bonne position pour nous dire laquelle des nombreuses femmes possédait son cœur. Les relations n'étaient peut-être pas le point fort d'Eastwood, mais elles constituaient son chemin vers l'apprentissage. Même s'il a triché à plusieurs reprises, beaucoup de gens adoraient sa personnalité et lui donnaient beaucoup d'amour. C'est un homme qui a eu une grande influence sur l'industrie cinématographique et politique. Ses capacités dans l'industrie cinématographique ont été reconnues par les Academy Awards. Les réalisations d'Eastwood en tant que réalisateur sont particulièrement remarquables. Il a remporté les très convoités prix du meilleur réalisateur et du meilleur film pour son chef-d'œuvre western de 1992 Unforgiven et son drame sportif de 2004 $1 million Baby. Ces prix ont confirmé sa réputation de conteur talentueux capable de travailler dans différents genres. Eastwood n'a pas peur de se placer derrière la caméra, même s'il n'est pas la star de la série. Il a réalisé des films acclamés par la critique sans y jouer le rôle principal, notamment le mystère captivant Mystique Rivet de 2003 et le thriller de guerre stimulant Lettre d'Iwo Jima de 2006, qui lui ont tous deux valu des nominations aux Oscars. Ce désir de se concentrer sur l'histoire plutôt que sur sa propre personnalité démontre son engagement envers le cinéma. Le curriculum vitae d'Eastwood s'étend au-delà de ces exemples. Il a réalisé des biopics tels que Changeling en 2008 et Invictus en 2009 qui explorent des histoires vraies sur la persévérance et l'esprit humain. Ces dernières années, il a également réalisé des films tels que American Sniper en 2014, Miracle on the Hudson en 2016 et Richard Jewell en 2019, démontrant sa capacité à dépeindre des événements de la vie réelle avec une précision historique et un éclat dramatique. Son armoire à trophées contient un nombre étonnant de récompenses, dont 4 Oscars, qui représentent la reconnaissance de ses pairs du monde du cinéma. Il a également reçu 4 Golden Globe Awards, consolidant ainsi sa position d'icône hollywoodienne. L'influence d'Eastwood s'étend au-delà des frontières américaines.
Il a reçu à 3 reprises le prestigieux César français, témoignant de sa reconnaissance internationale. L'American Film Institute, une institution reconnue dédiée au cinéma américain, lui a décerné son prestigieux Lifetime Achievement Award, consolidant ainsi sa place dans l'histoire du cinéma. En 2000, la Mostra de Venise, l'un des festivals de cinéma les plus anciens et les plus prestigieux au monde, lui a décerné le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière, une récompense décernée aux véritables titans du cinéma. La France a reconnu la contribution d'Eastwood à cette forme d'art en lui décernant 2 de ses plus hautes distinctions civiles, le Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1994 et la célèbre Légion d'honneur en 2007. Ces récompenses démontrent sa large reconnaissance non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine fois.